Bonsoir à tous, bienvenue dans ce 23e numéro du Bistrot d'Aller LOSC, saison 2, l'émission des supporters du LOSC pour les supporters du LOSC, diffusée en direct sur le Facebook du Bistrot d'Aller LOSC ou sur le groupe Allez le LOSC. Cette émission est produite donc par les Dogs du Net et le site, vous l'aurez compris, Allez le LOSC. N'hésitez pas à partager, à liker tous ces réseaux, à vous abonner à notre chaîne YouTube sur laquelle l'émission sera rediffusée en replay tard dans la nuit, à l'heure où chacun dormira. On vous mettra à disposition ce bijou qu'on vous promet de réaliser ce soir. Alors, au sommaire ce soir, trois parties. Donc, d'abord, on revient sur le match de la Ligue 1. J'entends un bruit, je ne sais pas ce que c'est. Alors, au sommaire ce soir, trois parties. On reviendra sur le sommet de la Ligue 1, le LOSC en mode résistance à Lyon. Beaucoup de choses à dire sur ce match. Puis, un petit retour sur la Champions League. Croyez-vous encore à une qualification en quart de finale? Alors, avec le contexte politique qui se rajoute, on aura quelques sujets à développer pendant cette deuxième partie. Et enfin, pour finir, enfin une série face à Clermont, deux rendez-vous qui s'annoncent. Le premier, c'est dimanche prochain, Lille-Clermont. Un premier rendez-vous à domicile, 3 points à prendre pour entamer cette fameuse série qui pourrait nous amener aux portes de l'Europe. Pour m'accompagner ce soir, des piliers du bistrot. Il y en a 6 qui sont présents dès maintenant. On attend peut-être un septième qui devrait pas tarder s'il arrive à se libérer des bouchons. Alors, tout d'abord, vous avez Jean-Michel Olias, alias Christophe C. Bonsoir Christophe, comment vas-tu? Bonsoir François, bonsoir à tous. Très bien, plutôt bien, ouais. Il est toujours de Dunkerque, il est toujours présent. C'est Georges. Bonsoir Georges. Bonsoir François, bonsoir tout le monde. Vous le reconnaissez avec son décor de sa page Breaking Dogs. Il est parmi nous, le plus jeune d'entre nous, Mister Big Data, alias Baptiste. Bonsoir Baptiste. Bonsoir François, bonsoir à tous. Il aime les coquilles Saint-Jacques. Il s'est dépêché de les manger pour nous rejoindre à l'heure. C'est Julien des Dogs de Paris. Bonsoir Julien. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Merci de m'avoir balancé. Et il nous reçoit dans sa maison japonaise, Christophe D. Bonsoir Christophe. Bonsoir à toutes et tous. Alors, vous savez que avant de commencer l'émission, on a une tradition. C'est la question à la con. Je ne vois pas d'invité ce soir. Aussi, vais-je poser la question au hasard à un des piliers du bistrot. On a longuement hésité, mais finalement, ce soir, on est resté sur la première idée. On va poser la question à la con à Julien des Dogs de Paris. Merde. Oui, je suis désolé, il fallait que ça tombe sur toi. Julien, tu connais la poutine, ce plat québécois à base de frites et de fromage. Ouais. Penses-tu qu'en ces temps diplomatiques extrêmement troubles, il faille interdire, créer un embargo sur la poutine, et cela pourrait-il profiter à la frite fricandelle, le plat préféré des supporters du LOSC? Tu n'es pas obligé de répondre, je te rappelle. Bah, ça n'a rien à voir. La poutine, si on peut la comparer à quelque chose, c'est au Welsh avec des frites, puisque tu vas tremper tes frites dans le Welsh. Donc je pense que la question, elle est vite répondue, elle est mal posée. Et la poutine, c'est plutôt une concurrente du Welsh frites. Et d'ailleurs, j'encourage tous nos amis à aller au Galibot à Paris, qui est le meilleur Welsh de Paris. C'est une super adresse, c'est l'adresse des Dogs de Paris, et c'est vraiment top. Tu vois, plus jamais tu me poseras de questions à la con, parce que j'y réponds quand même. Les questions à la con, c'est toujours mal posé, c'est toujours bien répondu. Il n'y a pas de sujet. Il n'y a pas de sujet. Alors voilà, avant aussi d'entamer ces tours de table sur l'actualité du LOSC, vous savez qu'en cours d'émission, nous allons pouvoir vous faire gagner 2 places pour le match Lille-Clermont de ce week-end. Pour ça, il suffit de répondre à la question que nous avons sélectionnée pour vous et qu'on vous posera en cours d'émission.
Donc, le premier qui répond, comme d'habitude, remporte ses 2 places en tribune active avec la plupart des piliers qui seront présents pour l'accompagner à ce grand spectacle. Je pense ne rien avoir oublié. Il est temps de passer donc à la première partie du bistrot d'Aéolosk. Si, pardon, j'ai oublié, vous pouvez réagir bien sûr sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook du bistrot d'Aéolosk, dans les commentaires. On fera passer les meilleurs d'entre vous. Alors, première partie de cette émission, le LOSC en mode résistance à Lyon. Alors, on va faire plusieurs tours de table. Je vous propose le premier sur votre sentiment général sur le LOSC. On s'attardera ensuite sur le fait marquant de ce match et ensuite on fera la rubrique des tops et des flops. Alors, qui veut commencer sur son sentiment par rapport au match? Alors, peut-être Baptiste, si tu as peut-être des statistiques à nous faire partager ou pas du tout? Bien sûr, je les ai. Alors, vas-y, statistiques Elles sont et sentiments sur le match, c'est la tournée de Baptiste. Alors, déjà, on peut avouer que c'était une rencontre assez dominée par Lyon au niveau des statistiques. 21 tirs du côté de Lyon, seulement 6 pour Lille, 8 tirs cadrés pour Lyon, 2 pour Lille. Donc, une rencontre clairement dominée de la part de Lyon. On voit aussi au niveau de la possession, parce que 64% de la possession revient à Lyon, donc plus que 2 tiers. Et même au niveau de la précision, on dépasse, parce qu'on est à 90% pour l'Olympique Lyonnais et 78%, donc une baisse de 10% au niveau des passes de la part de Lille. Donc, une baisse de régime pour Lille qui a, en une action, a su gagner ce match. Un match, il faut le dire quand même, assez moyen de la part des Lillois, mais je vais laisser mes collègues répondre. Mais le résultat est là, on marque 3 points, on n'est pas sûr. Donc pour moi, ce match est positif, mais les joueurs ne doivent pas trop s'attarder sur ce match qui fait quand même un peu honteux. Julien, est-ce que tu as kiffé ce match? Bah, j'ai kiffé les valeurs, j'ai kiffé le combat. La semaine dernière, je vous avais dit que je m'attendais à un sommet de la Ligue 1, si ça l'a pas forcément été dans la qualité du jeu et le nombre de buts. Moi, j'ai trouvé que ça l'était dans l'intensité. Les mecs, ils y sont allés des 2 côtés. Lyon a vraiment tout essayé et malheureusement pour eux, par manque de justesse, ils sont pas parvenus à leur fin. Mais ouais, j'ai aimé ce combat parce que j'ai vu un vrai combat. Et j'aimais en particulier certains joueurs dont on parlera certainement tout à l'heure qui ont combattu encore mieux que d'autres. Christophe, Jocelyn Gourvenec a qualifié ce match de moustachu. Et toi qui es un spécialiste du rugby, est-ce que tu te retrouves dans cette définition? C'est moi. Oui, pardon, Christophe D, autant pour moi. C'est vrai qu'il y a 2 Christophe Ouais, ce soir. pourquoi pas moustachu. Ah, c'était vraiment un match de combat, c'est clair. Je trouve que moi, le sentiment après le match, c'est que je suis pas vraiment rassuré, quoi. Je sors pas du match en me disant bon, on a fait une super victoire, ça valait beaucoup mieux. Mais après, on sait jamais. C'est un peu le match, si on peut comparer avec le match qu'on avait fait, qu'on avait gagné 2-1 avec Galtier, on luttait pour pas descendre. Et c'était un match ultra dominé aussi, avec un grand gardien, et tout compte fait, ça nous avait relancé, donc pourquoi pas, mais sur le match même, ouais, c'était compliqué quand même. Georges, ton sentiment sur le match, rassuré par le résultat ou un peu inquiet par rapport Pareil, à la forme finalement? moi, je relativiserai quand même la prestation et notamment la fin de match par un fait qui a quasiment pas été évoqué, mais peut-être que les Lillois avaient quand même un petit peu moins de ressources, sachant que dans la semaine, ils ont eu un match un petit peu compliqué à jouer. Début de partie était un peu plus, même si Lyon avait la main mise, pas oublier que Lyon c'est quand même une équipe qui est en pleine bourre en ce moment, hein, puisque peut-être que Mister Data pourra redonner un petit peu ils étaient quand même sur une trajectoire qui était assez impressionnante. Donc je relativiserai comme ça. C'est vrai que sur la deuxième mi-temps, voyant arriver les vagues, je voyais vraiment venir cette égalisation qui finalement n'est jamais venue. Donc ouais, il y a eu de la solidarité, il y a eu de l'envie surtout, c'est ce qui manque depuis le début de la saison, faute de. Et derrière, ouais, le jeu n'est pas forcément retrouvé. Depuis le début de l'année 2022, on ne s'y retrouve pas nécessairement. Mais je veux dire, depuis le match de Marseille, peut-être, mais au moins il y a eu ça.
Et je me dis, donc, double circonstance atténuante, c'est qu'on jouait peut-être l'équipe la plus en forme actuellement de Ligue 1, et avec un match dans les pattes qui avait quand même pesé très lourd, il n'y a qu'à voir dans quel état étaient les Lillois dans les 20 dernières minutes, quoi. Alors, on a déjà des commentaires sur les réseaux sociaux. On a notamment Charles Montpulco qui nous dit qu'on s'en sort bien pour une fois que l'arbitrage est en notre faveur. On y reviendra tout à l'heure. Il souligne la belle solidité défensive et mention spéciale pour Jardim. On y reviendra tout à l'heure. Et il regrette une certaine anémie de l'animation offensive qu'il qualifie de très compliquée depuis quelques matchs. Christophe C., ton sentiment sur ce match, comment tu l'as vécu? Est-ce que tu es rassuré par les points ou toi aussi tu crains un peu par rapport au fond de jeu qui n'était pas forcément évident à mettre en avant? Je ne retiens que la victoire et uniquement la victoire. Je prends les 3 points et le reste, bah, il n'y a pas grand-chose à en garder. On était censé assister à un gros match d'un champion de France et d'un Lyon qui jouait le podium également au début de saison. Finalement, on a vu un match où on retient la victoire avec de l'intensité, mais il n'y a que ça, une faiblesse technique d'un match de milieu de tableau, de deux équipes qui sont vraiment pas au niveau de ce qu'on pouvait attendre d'elles. Donc voilà, je ne garde que les 3 points. Alors, ce match a fait l'objet d'un fait marquant qui a défrayé la chronique largement. C'est notamment le but refusé dans les dernières minutes à Luka Paqueta pour une faute sur Léo Jardim. Alors, on a eu d'abord une validation du but, puis une invalidation, et ensuite une espèce de storm sheet autour du match, orchestré par notre ami Jean-Michel Aulas. D'abord, première question, à vous, que pensez-vous de cette situation? Et d'abord, pour vous, est-ce qu'il y avait but ou est-ce qu'il n'y avait pas but? Est-ce qu'il y a faute ou pas faute? Baptiste, on va commencer par toi. Alors, En toute objectivité, bien évidemment. bien évidemment, alors pour avoir vu l'action en direct, pour moi, clairement, il n'y avait pas faute sur Léo Jardim, puisqu'il loupe complètement son dégagement. Et je l'ai très bien vu quand Diallo fait la passe. J'ai clairement dit à mon père qui était à côté, je fais on est dans la merde. Et ça s'est passé. Maintenant, en revoyant les images à froid, je me dis quand même que Lucas Paqueta va vraiment charger Léo Jardim. Mais le problème n'étant pas là, le problème étant que nous discutions la semaine passée de l'arbitrage français qui a vécu un passage, il faut le dire, plus que honteux cette semaine. Comment voulez-vous être pris au sérieux lorsqu'un arbitre qui siffle une faute litigieuse, qui se fait renier quand même par son directeur Pascal Garibian, et donc il se fait donc renier, remettre le résultat, donc Lyon sur cet arbitrage, c'est honteux. Comment vous voulez être pris au sérieux comme un arbitre comme Clément Turpin, qui est l'un des meilleurs arbitres de France, se fait critiquer autant alors que certains comme Bastien de Chépy ou Amaury Delerue sont encore en poste et enchaînent les mauvais matchs et les rencontres catastrophiques. C'est totalement inadmissible. Pour moi, il y a pas de mots sur le fait que c'est inadmissible cette situation et cette déclaration notamment de Pascal Garibian ou encore la déclaration de Clown, Monsieur Chaperon, pardon, qui profite d'une erreur pour se mettre en pseudo consultant pour Canal et qui vend la peau de Michael Lesage en disant qu'il est clairement pourri, le traite de manipulateur, en disant qu'il a trafiqué limite les images et en lui disant oui, l'année prochaine, de toute façon, il ne sera plus là. Donc c'est clairement dégueulasse pour moi, cette attitude des arbitres. Et dans tous les cas, ce but ne devait pas accordé, puisque pour moi, en première mi-temps, Paqueta doit entièrement prendre un rouge sur la faute de Selic. Je sens Baptiste énervé, je sens chaud, hein. Christophe D amusé. Alors, quel est ton avis? Faute ou pas faute? Ouais, je suis assez d'accord avec l'avis de Baptiste. En fait, à vitesse réelle, j'ai dit il y a but. Pour moi, il y a but. Et quand on revoit l'image, Paqueta ne joue pas le ballon. Donc, on peut siffler faute. C'est du 50-50. Hein. Mais après, c'est le jugement de l'arbitre. Et là, Baptiste a tout à fait raison. Monsieur Turpin est sur le terrain. Il dit il n'y a pas faute. Il est appelé par la VAR parce que Monsieur Lesage lui dit pour moi, je pense qu'il y a faute. Il va vérifier à la télé. Il dit il y a faute. Donc, ils sont déjà deux à décider. Hein. Plus les arbitres de touche qui peuvent servir à quelque chose des fois. Et on se retrouve avec un directeur de l'arbitre qui, le lendemain, s'excuse auprès de M. Aulas, comme il l'avait fait il y a 2-3 ans, quand il s'est excusé auprès de M. Aulas, parce qu'il avait malheureusement accordé un but à Marseille alors qu'il y avait soi-disant une main de Sanson. Comme il s'est excusé auprès de
du président du PSG suite à un penalty qu'il a malheureusement sifflé contre Lyon, qui n'aurait pas dû siffler. Enfin, c'est une catastrophe. Le problème de l'arbitrage en France, c'est ce système d'arbitrage. C'est le fait qu'on arrive, c'est ce que dit Baptiste, on arrive à mettre des cancres en L1. Je suis sûr qu'il y en a des très bons qui sont en dessous, j'ai déjà dit plusieurs fois, pour pratiquer les niveaux jeunes. Bah souvent, c'est les mecs les plus sévères, les moins compréhensifs et les plus obtus qui progressent, quoi. Donc, si on veut un arbitrage à la con, ben, on a un arbitrage à la con et je pense qu'on continuera à l'avoir en France tant qu'il y aura une direction de l'arbitrage aussi nulle. C'est vraiment un problème. Regardez le rugby, comment ils sont arbitrés, regardez comment ça discute. Et bien, on prend exemple là-dessus et puis on s'améliore. Là, on fait vraiment n'importe quoi. Et bon, là, ok, je comprends même pas la polémique, quoi. Comment on peut dire après le match, après, nous, on a déjà connu ça, on a déjà connu des trucs sur le terrain. On a vu il n'y a pas longtemps avec, je sais plus son nom, mais Edon, on va dire. Karsgova. Zegrova. Zegrova. Voilà. Tu t'y habitues. Edon. Quand Edon il se fait latter, il se prend un carton jaune, bon ben là c'est énorme. Il n'y a pas la VAR parce que c'est un carton jaune. C'est pareil, c'est des règles à la con aussi, ça. Mais je vais écrire un bouquin sur l'arbitrage pour comment améliorer l'arbitrage. Non, mais c'est vraiment on devrait même pas discuter, c'est tout, c'est à la fin de match, les deux arbitres ont fait un choix et c'est tout, et tous les matchs ça devrait être comme ça, sauf que là on discute de tout, y compris nous quand c'est contre nous, parce qu'on n'a pas confiance en l'arbitrage, clairement pas confiance. On se dit que l'arbitrage il est soit manipulé, soit il est nul, et qu'il y a un manque de confiance des joueurs et un manque de dialogue aussi avec les joueurs. Quand les joueurs demandent une explication, c'est ou comme Madame Frappard la dernière fois, dès qu'un joueur demande une explication, elle sortait un jaune. Donc voilà, on n'est pas au niveau et quand on a vu le match de Chelsea, comment on s'est fait arbitrer, eh ben, on a pris une leçon d'arbitrage, quoi. Si les arbitres français ont vu le match Chelsea-Lille, ben, ils doivent avoir honte de ce qu'ils font le dimanche, parce que c'est le samedi ou le dimanche, parce que il y avait un monde entre les deux arbitrages. Ben, si l'arbitrage français ne se remet pas en cause, s'il ne vire pas Garibian, parce que Garibian c'est un incapable, bien le dire, il a déjà fait assez, quoi, ben, il y a un vrai problème, quoi. Georges, est-ce que tu penses que si la faute ou la non-faute, tu nous donneras ton avis tout de suite, avait été sifflée à l'encontre de Lille, M. Garibian aurait tenu les mêmes propos et l'aurait fait aussi rapidement? Ah, c'est certain. Et je pense que là, ça aurait fair play décider qu'on joue le match pour que justement on ne soit pas lésé. Parce que non, mais il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde, quoi. À un moment, moi, mon point de vue, il est simplement que j'en ai strictement pas. Ça m'a laissé très interrogatif. Et cette décision de Turpin, elle n'est que litigieuse, mais en aucun cas c'est une erreur. Ce que veut dire litigieux, c'est qu'il y a une interprétation. Il a choisi une interprétation. Sur ce but, à la limite, on peut avoir plusieurs choix. Je me suis rendu compte d'ailleurs en écoutant les spécialistes à droite à gauche, j'ai été voir les consultants, finalement ils étaient très partagés sur ce but. Certains le voyaient comme un scandale sans nom, d'autres précisaient que la faute était... et moi je m'en mets un petit peu à ce que l'époque où je jouais, où le gardien de but était relativement protégé dans sa surface de réparation. Et là, pour le coup, Paqueta, il y a un excès d'engagement. C'est ce qu'a sanctionné Turpin. On a le droit d'être d'accord ou pas, mais que le responsable des arbitres parle d'erreur, c'est scandaleux. C'est scandaleux parce que ça décrédibilise l'arbitre et surtout, c'est une imposture totale parce qu'il n'y a pas d'erreur. Qu'à la limite, Garibian dise, ben voilà, il a pris une décision, c'était litigieux, moi, arbitre, j'aurais peut-être pris l'autre, c'était déjà limite, mais ça peut s'entendre. Mais là, il se pose comme juge de paix en plus en adoptant un jugement qui est absolument pas celui qui doit être. C'est une interprétation qu'a eu Turpin. Sans doute, je pense que sur ce but-là, il y a des arbitres qui l'auraient validé, des arbitres qui le refusaient. Moi, ça m'arrange qu'il ait refusé quand même. Mais évidemment, je pense que derrière, il n'y a qu'à écouter les commentateurs du match qui étaient insupportables. Moi, Julien Baudemer, je l'ai trouvé insupportable, qui a crié au scandale tout le match après ce but refusé. Mais non, il n'y a pas de... voilà, c'est litigieux, je l'entends. Je peux comprendre que ça frustre Lyonnais, mais de là demander qu'on joue un match, complètement con, quoi. Alors, on a entendu tout de suite le réseau de Jean-Michel Aulas qui s'est mis en place avec
Aulas, l'entraîneur Peter Bosz, c'est ça qui commençait à chouiner dès le coup de sifflet final. C'est relayé par toute une série de chroniqueurs dans les grandes chaînes nationales. J'en ai noté deux comme ça au hasard qui m'ont fait un peu sourire. Alors, Eric Dimeco qui demande la radiation de Turpin, hein, peut-être l'envoyer en Ukraine ou aussi ou dans des camps de concentration, je ne sais pas. Et Jean-Michel Larquet qui nous avait habitués à mieux, qui traite les arbitres de rossignols qui s'en remettent aux juges de touche quand ils lèvent leur drapeau. Alors, ce qui me fait drôlement rigoler, parce qu'il n'a pas dû voir un match de foot depuis longtemps, Jean-Michel Larquet, parce que depuis la VAR, justement, le reproche qu'on fait aux juges de touche, c'est de jamais lever le drapeau et d'attendre justement que l'arbitre prenne sa décision. Alors, je crois qu'il faut qu'il remette ses neurones en bonne ordre de marche et qu'il retourne voir des matchs sur le terrain plutôt que de fréquenter la buvette de RMC Sport. Julien, qu'est-ce que tu penses de ces avis, de ces commentaires divers et variés, et surtout, que penses-tu de cette action? Est-ce que tu es d'accord avec tes collègues du bistrot? Bon, je pense d'abord, Christophe, il faut qu'il réécoute les émissions qu'on a faites parce qu'il a parlé de l'arbitrage à Chelsea. C'est mot pour mot ce que j'ai dit la semaine dernière. Et ça, c'est scandaleux, Christophe. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je suis complètement aligné avec Georges. C'est soumis à interprétation. Donc, si tu es lyonnais, évidemment, tu ne vois pas une faute. Si tu es lillois, tu vois cette jambe de Jardim qui part en arrière et tu dis, bah, Jardim ne pouvait pas continuer. Mais très franchement, j'ai fait l'exercice de me mettre dans la peau du lyonnais. Et si j'étais lyonnais, je serais très énervé. Donc, vraiment, c'est le sujet d'interprétation, de sensibilité, et cet angle que lui montre Mickaël Lesage, parce que c'est ça aussi la polémique, c'est qu'il ne juge que sur une image, qui est l'image de derrière, qui laisse entendre qu'il y a une violence, qu'il y a une agressivité. Sur cette image-là, bah, en effet, on peut estimer que Paqueta, il y va un peu fort. Sur ce que disait Georges, il a entendu différents sons de cloche. Moi, j'en ai pas entendu différents parce que j'ai écouté qu'un support, c'est RMC, et je peux vous dire que Roten, Bonnemère, Dimeco, Larquet, d'une seule voix crient au scandale et d'une seule voix disent qu'il n'y a absolument pas faute. Donc là, eux, ils étaient complètement clairs sur le sujet. Et pour compléter ce que disait Baptiste, il est dur avec Chaperon parce qu'il dit que Chaperon se prend pour un consultant. Chaperon est consultant depuis au moins 2 ans sur Canal et il est plutôt un bon consultant quand il s'agit de sujets techniques et pas polémiques. Mais Chaperon, il a des comptes à régler avec l'arbitrage français parce que lui-même, il a été complètement lâché quand il a fait son tacle à Nantes. Donc forcément, aujourd'hui, dès qu'il peut en buter un ou deux, il monte au front et c'est bien normal. Et c'est dommage parce que Chaperon, moi j'ai été amené à travailler avec lui et c'est un mec de grande qualité, c'est quelqu'un qui est vraiment brillant. Je n'explique pas ce pétage de plomb contre Nantes parce que c'est tout ce qu'on garde de lui, c'est ce tacle sur ce joueur qui est complètement délirant. Ah non, on en regarde plein d'autres. Hein. Ouais, il y en a quelques autres. c'est aussi flic, mais c'est rigolo de constater que ces arbitres qui sont très rigides, pas du tout ouverts au dialogue, etc., c'est souvent les mecs les plus intéressants à côté. J'ai aussi travaillé avec De Rien. De Rien, on lui en a mis dans la gueule il y a 15 ans quand on était supporters de Lille parce qu'il nous arbitrait toujours comme des pieds. Mais nous, chez les Docs du Rhône, parce qu'avant d'être Doc de Paris, j'étais Doc du Rhône, mais ça devenait une private joke de Rien qui était nulle. Et j'ai rencontré De Rien après, c'est un mec extrêmement intéressant. Et donc, un peu comme les joueurs les plus violents sont souvent les plus intéressants après comme consultant. Je pense à un mec comme Roll qui est hyper intéressant quand tu parles avec lui, un mec comme Dimeco qui est peut-être le meilleur consultant aujourd'hui, en tout cas commentateur de foot, alors qu'il était d'une violence absolue sur un terrain. Bah, les arbitres les plus rigides, ça doit être une sorte de carapace qui se mettent parce que franchement, pour en connaître 2 à l'extérieur, c'est des mecs qui sont vachement intéressants. Tout ça pour dire, et je vais en finir par ce point-là, c'est qu'il y a un vrai manque d'approche psychologique du foot français. Parce qu'on voit bien le fait qu'il y a une telle différence entre l'être humain à l'extérieur du terrain et l'être humain qui est sur le terrain, qui se montre rigide, inflexible, etc., c'est que c'est bien un problème de psychologie et que c'est aussi un problème de politique. C'est qu'aujourd'hui, la manière dont ils sont entraînés, la manière dont ils sont cadrés, la manière dont ils sont formés, elle pose problème. Et je reboucle avec ce que disait Christophe et ce que j'avais déjà dit la semaine dernière. Sur le match de Chelsea, la différence, elle était flagrante. On avait un mec qui laissait jouer, on avait un mec qui s'expliquait, qui parlait avec les joueurs. On n'a jamais vu dire « chut, ne me parle pas, je suis l'entité toute puissante ».
on était dans ce dialogue. Et d'ailleurs, dans notre groupe à nous, de temps en temps, on se partage des vidéos sur le rugby, comme le disait Christophe. Et la différence, elle est abyssale entre le respect des joueurs de foot et des joueurs de rugby avec l'arbitre. Et réciproquement, parce que le propre de l'arbitre de rugby, c'est qu'il respecte beaucoup les joueurs qui sont sur le terrain. Et ça aussi, ça fait une grande différence. Petit aparté, je voulais quand même repréciser que si, comme tu le dis, que les arbitres les plus rigides sont les plus intéressants. J'en connais que deux. Ouais, non, mais en tout cas, c'est intéressant parce que j'ai hâte de voir Poutine consultant sur RMC. Il est rigide, Poutine. Je vous propose de rester dans le sujet et dernier pilier à intervenir, Christophe, donc Christophe C. Donc, que penses-tu de ce fait de jeu? Donc, on dit que c'est surtout un problème d'interprétation. Est-ce qu'il y a eu excès d'engagement ou pas? Et là, on a une interprétation non pas d'un arbitre, on a une interprétation de deux arbitres. Et à côté de ça, que penses-tu de la proposition de l'AS qui demande à rejouer le match pour faute technique? Est-ce qu'il est parti dans un grand délire ou est-ce qu'il vise ce que dit Charles Montepulco sur Internet? Il faut juste regarder, ça va être après sans arbitrage lyonnais jusqu'à la fin de saison, Aulas va faire le boulot. Est-ce qu'il vise finalement le moyen terme pour essayer de rétablir la balance en sa faveur sur les derniers matchs de la saison? Aulas est un grand président, il défend toujours son club, il le fait plutôt bien. Voilà, je voudrais juste mettre en évidence une chose, c'est que je suis d'accord avec plein de gens, là, Baptiste, Julien, Christophe, Georges, je suis d'accord avec vous. La première faute, c'est Diallo qui met un ballon en retrait, qui donne l'occasion à notre gardien de se retrouver sur son pied gauche, donc de pourrir son dégagement comme il l'a fait à Londres. C'est la même action qu'à Londres. Paqueta va trop loin et il donne l'occasion à l'arbitre d'avoir un doute, en tout cas dans le quart. La VAR est nulle, la VAR a été nulle tout le match. Il y a des fautes grossières avec des coups en avant sur certains joueurs, notamment Jonathan David, qui ne sont pas sifflés. Vous les regardez à l'image. Enfin, c'est évident, l'arbitre a été nul sur ce match, totalement nul sur ce match. Ce n'est pas la première fois. Voilà, après, on a chargé l'arbitre là depuis 10 minutes, mais on n'a pas été non plus au niveau. Je trouve qu'au niveau de l'état d'esprit, entre le match de Londres, où on a vu des combattants, on a vu des joueurs lillois et lyonnais dimanche, qui se sont roulés à terre au moindre contact. Vous avez Weah qui rentre en jeu, le moindre contact, il fait 3 tours au sol. Enfin, voilà, c'est pas le même état d'esprit. Alors pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être que parce que justement, ils estiment que l'arbitrage n'est pas au niveau et qu'au moindre contact, ils vont avoir le ballon, ils vont récupérer, ils vont gagner 3 minutes. Peut-être qu'ils en avaient besoin ce jour-là. Mais voilà. Et pour revenir à ta question d'origine, sur le match, je vois le but. Pour moi, il y a égalisation. Et puis voilà. Et la VAR, vraiment, elle ne sert à rien sur ce match, comme elle ne sert pas souvent. Et pour moi, il fallait rester à la décision de l'arbitre sur le terrain, qui était la meilleure. Donc, but. En tout cas, une excellente opération pour le LOSC, qui passe 8e et qui saute son adversaire du jour. Donc, Lille, à 39 points, se retrouve à 8e, donc à quelques points à 4 points de l'Europe, finalement. Je suis en train de rechercher et de perdre dans mes notes. Et donc, 7 points. Pardon? Ça se sent pas du 7 tout. points d'écart. 7 points d'écart entre le Lille et l'Europe. Entre Lille et la Ligue des Champions, tu veux dire? Le podium, ouais, donc ouais, la Ligue. Le podium, ouais. mais c'est bien 3 et 4 points d'écart sur les places européennes, je crois que Non, 3, c'est Adil Rami. On est même à 1 point parce que le 6e est qualifié en Conference League et le 6e c'est Lens. Donc on est à 1 point de l'Europe. Eh bien, c'est une excellente nouvelle. Donc, en tout cas, un très bon résultat pour Lille cette semaine, à la fois au classement, surtout dans une semaine où on a tendance à l'oublier. Lille avait joué mardi en Ligue des Champions contre Chelsea. Et ceci explique aussi peut-être la faible animation, encore plus faible que d'habitude, peut-être qu'on a pu voir durant ce match. Alors, je vais vous demander, on va refaire un tour de table. Vos tops et vos flops sur ce match, Lyon-Lille. Alors, je sens que Julien est extrêmement pressé de nous donner ses tops et ses flops. Non, je les ai pas préparés.
C'est pour ça que j'ai fait ah. Gudmundsson, évidemment, de mieux en mieux à son poste. Un but magnifique sur une passe décisive d'un très grand joueur qui s'appelle Thiago Mendes. Donc, merci à lui pour cette passe décisive. À noter cette statistique. On rappelle la statistique. Ah, tu sais peut-être ce que tu voulais dire, justement. On rappelle cette statistique. On n'avait plus eu un but suédois depuis Kenneth Anderson en avril 94. C'était ça? Non, moi je voulais simplement rappeler qu'à chaque fois que Thiago Mendes est sur le terrain, Lille remporte le match, ou en tout cas ne perd pas les matchs contre Lyon. Bah voilà. Donc, il n'y avait plus de buts depuis Kenneth Anderson. On faisait tout un fromage Kenneth Anderson. Si vous vous souvenez, il a surtout marqué des buts de la tête à l'époque. On l'aimait beaucoup, notre Kenneth, mais c'était quand même surtout un gars qui marquait de la tête et après qui nous a abandonnés. Après la Coupe du Monde aux États-Unis, à laquelle nous n'avons pas participé. Si on recentre, donc Gudmundsson, Botman, parce que toujours Botman, et je pense qu'on pourra le mettre jusqu'à la fin de saison dans les tops tout le temps, tellement il est fort. Et puis en dernier, Jardim. Si on avait pris ce but, j'aurais enlevé Jardim, mais il se trouve que Jardim, jusque-là, il fait un bon match. Il est quand même super inquiétant après ce but finalement refusé parce qu'il est d'une fébrilité sans nom les 10 dernières minutes. Mais malgré tout, pour ses 85 premières minutes, bah, je dirais quand même Jardim. En flop, ça me fait mal de le dire, mais j'ai été déçu par Ben Arfa. J'ai trouvé qu'il n'avait pas apporté grand-chose. J'ai trouvé qu'il n'avait pas été excessivement présent à la construction. En tout cas, il m'a manqué son génie. Puis comme il jouait à Lyon, comme il s'est fait beaucoup siffler, j'attendais un surplus d'âme, on va dire, et je ne l'ai pas forcément vu. Et croyez bien que ça me fait mal de le dire. Et j'ai été déçu encore plus par son remplaçant. Par Onana, que j'ai trouvé quasiment aussi paumé que contre Chelsea. Et ça, c'est vraiment inquiétant de voir qu'à chaque fois qu'il rentre, là, sur ces 2 matchs, il est absolument perdu sur le terrain. On dirait qu'il ne sait pas où aller. Et ça, j'ai trouvé ça inquiétant. Et sinon, du côté lyonnais, ben je sais que c'est une polémique qui est récurrente chez les Lyonnais. Et après ce match, je les ai compris. Léo Dubois est faible. Et Malo Gusto est très fort. J'ai trouvé que Malo Gusto avait fait une rentrée exceptionnelle. Il avait amené le danger. Il se dribble bien, il centre bien, il défend bien. C'est un super joueur. Je ne comprends pas pourquoi Peter Bosz fait encore jouer Léo Dubois à la place de Malo Gusto. Voilà pour ce match. Georges, je te sens très agité. C'est certainement lié à l'empressement avec lequel tu veux donner tes top et tes flops. Sûrement. Non. J'irai plus loin que Julien. Moi, je ne comprends même pas pourquoi Didier Deschamps continue à sélectionner Léo Dubois à la place de Jonathan Klaus. Il l'a placé. Voilà, Sylvain, c'est un petit clin d'œil. Tu vois, on a réussi à le placer également ce soir. Donc, François, ça t'émeut, je crois, d'entendre parler de Jonathan Klaus. T'as une petite larme. C'est un joueur qui a des déclarations très rafraîchissantes et je l'assume. Je l'assume, notamment par rapport à certains joueurs lillois qui, en conférence de presse, sont quand même très, très, très opaques. Très absents. Oh, c'est moche ce que tu fais. Mais bon. Après, donc, les tops, oui, je pense que Gudmundsson, forcément, pour son but. Pour anecdote, Kenneth Anderson était parti juste avant la Coupe du Monde. Il avait vendu avant la Coupe du Monde, où il a marqué 5 buts, ce qui fait qu'on a senti à l'époque les dirigeants lillois avaient du pif. Il a transféré à Caen. Ils l'ont transféré à Caen, il va à la Coupe du Monde, mais 5 buts. Tu l'as dit, à Caen, c'était juste avant la Coupe du Monde. Jolie Coupe du Monde où il en marque 5, il est quasiment meilleur buteur, demi-finaliste, tout ça. À l'époque, on avait des dirigeants fabuleux, Ils avaient un sens du business. Et après, alors Jardim, il nous a fait un medley, c'est-à-dire 80 minutes médianesques. Je repense à sa sortie, le petit geste de la main sur la sortie où il sort c'est la grande classe, et il nous a fait 10 minutes Gribietch, les 10 dernières minutes, où en plus de son dégagement boulette, il y a une sortie où il est carrément aux fraises, et le dernier tir où il s'en faut de peu pour que ça lui passe entre les jambes. Enfin, disons que je me suis dit, pour lui, il était temps que ça se termine, mais en effet, comme Julien, on est obligé de le mettre en top, parce que ces 80 premières minutes sont juste
exceptionnel, c'est du très grand Jardim. Après, ouais, au niveau des tops, j'avais envie de mettre Mendes aussi pour le but, quand on sent qu'il a gardé les automatismes avec ses anciens coéquipiers. Mais ouais, je mettrais peut-être quand même la charnière centrale qui a essayé de résister, même si en première mi-temps, justement, sur la fameuse sortie de Jardim, il y a un gros trou au milieu. Et les flops, c'est le collectif au-delà de la 60e minute, quoi, ou même peut-être avant, où on sentait que ça collait plus. Et là, le naufrage a été vraiment. Enfin, naufrage, il n'y a pas eu défaite, mais vraiment les vagues lyonnaises qui arrivaient, on sent que l'équipe n'y était plus, quoi. Baptiste, est-ce que tu as une sélection de flops et de tops à nous donner pour ce match? Bien sûr, je vais rejoindre un petit peu l'avis de mes collègues, hein. Pour moi, les trois tops, ils ont été cités. Léo Jardim, qui, hormis sa boulette et cette dernière action où il prend le ballon et il lui en faut peu pour l'enlever de la main, on peut clairement dire que c'est un gardien qui marche à la confiance. Et c'est vrai que dans ces 10 dernières minutes, il l'a perdu. Bien évidemment, Sven Botman, je suis entièrement d'accord avec ce qu'a dit Julien. Il va, je pense, être un top jusque la fin de la saison. Et Gabriel Goodmanson aussi en ailier gauche. D'ailleurs, Gabriel Goodmanson, pour la petite statistique, c'est 4 matchs milieu gauche et 6 en match défenseur gauche. Donc, on va voir si Jocelyn Gourvenec met encore Goodmanson en ailier gauche et Diallo en arrière gauche. On verra les prochains matchs. Et aussi en top, j'en rajouterais, je ne sais pas s'il était avec nous ou pas, mais c'est Thiago Mendes. Enfin, cette passe de la tête, elle est magnifique. Et c'est vrai que c'est dommage qu'il ne le fasse pas plus souvent, hein. Quand il était à Lille, cette magnifique passe de la tête qui conclut, parce qu'on était à 40 passes en 1 minute 30 pour la construction du but. Moi, excusez-moi, cette passe de Thiago Mendes, elle est parfaite. Pour moi, c'est la 41e. Et au niveau des flops pour Lille, c'est Jonathan David qui n'est plus que l'ombre de lui-même. Pour moi, ça me désole un peu, mais pour moi, il n'est clairement plus. Il n'a plus la tête à Lille. Il n'est plus bon depuis l'année 2022, date à laquelle ou son agent, pardon, dit qu'il veut se barrer complètement à la fin de la saison. Donc pour moi, il n'est clairement plus à Lille. Donc c'est vrai que c'est assez dommage. Après, ouais, il y a aussi Ben Arfa qui n'a pas été aussi étincelant qu'on le connaît. Et en flop du côté de Lyon, c'est Léo Dubois et qui, je comprends, agace certains supporters. Baptiste a dit du mal de Jonathan David. On va passer la parole à son grand avocat. Alors, Christophe C. La forme actuelle de Jonathan David, c'est lié à quoi? Il a la tête ailleurs ou il est fatigué par ces innombrables allers-retours entre les États-Unis et l'Europe pour les matchs de Coupe du Monde et il a assez peu de repos et il le paye en ce moment. Vraiment pas sympa, Baptiste, hein. Il s'en prend vraiment aux joueurs. Il ne faut pas y toucher à ce garçon. Il a fait combien de kilomètres ce mois-ci pour aller jouer avec son équipe nationale? Tu peux regarder les matchs de son équipe nationale et les matchs de Lille, il se donne toujours autant. Alors, je pense qu'il y a un problème de schéma offensif pour jouer en ce moment avec lui. Il a eu le Covid, il y a la fatigue. Je pense vraiment pas qu'on peut l'incriminer plus que ça. Il y a une accumulation de beaucoup de choses, mais je ne pense pas que vraiment il en garde sous le pied pour un transfert futur. Vraiment pas. C'est vraiment pas le joueur qui ferait ça. C'est pas la mentalité du mec, c'est vraiment un gars intègre, contrairement à toi, Big Data. Vraiment pas. J'y crois pas une seconde non plus. Là, je te trouve vraiment très, très, très dur. Inutilement dur, Baptiste. Ouais, c'est méchant. C'est C'est bas et petit, méchant c'est à la petit. fois. Mais venant d'un fan de Liadji et de Bamba, franchement, ça m'étonne qu'à moitié. Sinon, au niveau des tops, j'avais noté plutôt Fonte que Botman en charnière centrale. J'ai trouvé un match compliqué pour Botman en début. Après, il s'est bien repris. Il a fait une bonne deuxième, comme toute l'équipe en défense, mais plutôt Fonte. Et dans les flops, Diallo pour sa passe en retrait, qui ne doit vraiment pas faire à ce moment-là, qui ne doit pas faire du tout, mais encore moins à ce moment-là. Il a mis en plus sur le pied gauche de notre gardien, et on en parlait tout à l'heure, et vraiment là, il faut qu'il travaille de ce côté-là. Et puis sinon, au niveau lyonnais, j'ai quand même noté, alors je les aime pas trop, mais en top, j'ai mis Boateng qui est en tribune, c'était plutôt une bonne nouvelle. Et en top, j'ai mis Lopez aussi, qui n'a pas d'arrêt à faire, à part le but qu'il prend, voilà, il ne peut rien faire du tout. Donc je mettrai en avant Lopez sur ce match. Et plus sérieusement, en flop, j'ai repris Dembélé, où
Alors, quand Baptiste parle de notre ami Jonathan, là, Dembélé, pour le coup, il est vraiment absent totalement. Vraiment, c'est compliqué. Et Dombélé également, a priori, qui est revenu à Lyon. Je ne savais pas trop. On ne l'a pas vu dimanche, il était là? Pas vu. Absent totalement des débats. Donc voilà, un gros physique, mais ça s'arrête là. Typiquement le jeu lyonnais. Alors, avant de passer la parole pour terminer ce tour de table à Christophe D, quelques réactions sur les réseaux sociaux. D'abord, on a notre ami Franco qui est revenu nous voir, donc supporter de l'Atlético Madrid. Donc, on le salue et on lui dit à très bientôt. À l'écart contre l'Atlético, c'est pour dans un mois. On aura l'occasion de se recontacter. On a Damien Boone qui se fait co-avocat de Jonathan David qui dit il n'est pas très bien en ce moment parce qu'il ne comprend pas que son plan national est attaquer l'Ukraine. Donc, effectivement, ça doit être un peu perturbant pour son organisation. Alors, d'ailleurs, Damien nous fait une petite précision sur Kenneth Anderson. Tu veux rebondir, Julien? Ouais, Damien, il dit qu'Elliot Anderson n'appartenait pas au LOSC, mais à John Cordier, président de Malines. Il était bien trop cher pour Lille. Par ailleurs, on peut supposer que c'est parce que sa situation s'est éclaircie avant la Coupe du Monde qu'il y a inscrit 5 buts, puisque de mémoire, il avait fini meilleur buteur de la Coupe du Monde sur le Non, il y premier a tour. Stoïkov devant. Ah oui, Sur le premier tour, sur le Je match pense de qu'il poule. touche quand même sur le transfert. Comment? Quoi? Je pense que Lille a touché quand même sur le transfert. Damien a l'air de dire non. Je pense parce que je me rappelle qu'à l'époque, on se moquait des dirigeants lillois parce qu'il était demandé par de gros clubs derrière et on l'a transféré à Caen juste avant. Même lui Anderson, ça lui foutait les boules. Il Oui. jouait à Caen. Oui. Quand tu as des gros clubs qui demandent. Ça fait plaisir qu'à Xavier Gravelaine et Jérôme Bretagne de jouer. Et Mathieu Bonnemer, la clique. Justement, Christophe, tu as la parole. Quels sont tes tops et tes flops, hein? Top, je dirais un peu comme les autres, mais j'ai un gros top pour Gabriel Goodmanson parce que il marque un but, déjà c'est déjà énorme, mais en plus l'énergie qu'il a, ce mec-là, ça fait vraiment du bien, quoi. Voir un gars remuant, parce que Diallo, il dépanne à gauche, il dépanne partout, Diallo. D'accord, il fait une boulette, mais il est partout. Et je pense qu'il a fait toutes les places à l'arrière cette année. Pas gardien. Tu lui mets des gants, il peut jouer gardien, je suis sûr. Encore. Et il a été bien aidé par Gabriel Goodmanson qui vu plusieurs fois le suppléer et l'aider. Et après, il se porte très vite vers l'avant. Et je mets un gros flop à l'animation offensive. Donc ça part de tout le monde. Il n'y en a pas, quoi. On a très très peu d'actions construites. C'est très rare. Et je vois pas le schéma de jeu. Ça fait 3 matchs que j'ai du mal à voir ce qu'on veut faire devant. Et donc David, en effet, en plus David, il joue pas juste. Ça fait un bout de temps qu'il fait des contrôles à 2 mètres à l'américaine. Et ça, c'est compliqué pour enchaîner derrière. Et quand on met Yilmaz, c'est pas mieux. Donc voilà, je pense qu'il y a vraiment un énorme chantier sur l'animation offensive. Et côté lyonnais, c'est la même chose. En fait, ils ont une belle animation offensive. Par contre, au niveau Kadewere, Dembélé, ils ont bien tiré à côté, quoi. Ou alors le gardien était bon, mais il y a plusieurs fois ils ont tiré à côté alors qu'ils étaient à 10 mètres du but, 15 mètres du but. Bon, heureusement pour nous, mais on sent que l'équipe, eux par contre, au niveau fond de jeu, ils se sont rassurés. Par contre, au niveau efficacité, ils n'étaient pas au top, quoi. Il est 21h16. Nous avons été très bavards sur ce long débrief de Lyon-Lille. Il est temps de passer à la deuxième partie de l'émission. Mais avant, c'est l'heure de notre jeu pour gagner 2 places pour le match Lille-Clermont en tribune active ce dimanche. Le principe est simple. Je vais vous poser une question beaucoup plus compliquée que celle des 2 dernières semaines, je vous rassure. Je vais vous poser une question et le premier qui répond à cette question remporte les 2 places. Alors la question, elle est simple et d'ailleurs, elle va faire l'objet, je sais que vous l'attendez tous avec une certaine impatience, à un effet spécial que je vais essayer de tenter en direct. Alors la question, c'est comment s'appelle la mascotte de Clermont Foot 63 et quel est son indice de masse corporelle? Un indice pour vous aider.
Le voici, il est beau, il est là. Je ne sais pas si Waouh. vous le voyez Oh bien. la C'est la mascotte de vache. Clermont Foot. Si vous Ah cherchez ouais. bien, vous trouverez à la fois son nom et son indice de masse corporelle. Je vais vous donner un indice supplémentaire. Cherchez sur les réseaux officiels, ce sera beaucoup plus simple. Allez, je vous laisse quelques secondes. Le premier qui répond pourra gagner ces 2 places avec les piliers du bistrot d'Aléolosque pour assister à ce choc entre Lille et Clermont-Ferrand que nous allons évoquer tout à l'heure. Deuxième partie de l'émission, avant de retourner en championnat, on fait un petit retour en Ligue des Champions. On a déjà débriefé le match, on n'y reviendra pas dans le détail. J'ai juste une question à poser au bistrot d'Aléolosque. Est-ce que vous croyez encore à une qualification du LOSC en quart de finale contre Chelsea, que ce soit au niveau sportif, voire au niveau extra-sportif, avec tout ce qui se passe en ce moment sur la planète? Qui veut commencer? Baptiste, peut-être. Bien sûr, on va juste revenir quelques instants sur la situation extra-sportive, puisqu'on le rappelle que Roman Abramovich est un proche de Vladimir Poutine. Celui-ci a laissé les clés de Chelsea à Peter Sech, pour ne pas le citer, qui devient actuellement dirigeant de Chelsea. Et d'ailleurs, Roman Abramovich va recevoir 3 offres de rachat pour Chelsea cette semaine. Alors, pour moi, la qualification est Et il toujours paraît possible. que Gérard Lopez en aurait fait une. Il a cassé son livret A selon cette poste. Je pensais qu'il en avait fait 3, moi. Il est toujours dans les bons coups, Gérard Lopez. Il est fort ce GG. Mais donc pour moi, la qualification est toujours possible, hein. Ça va être compliqué. Maintenant, impossible n'est pas lillois. Je pense qu'on a clairement nos chances. On a rien à perdre. Donc il va falloir jouer le meilleur football qu'on a. On a déjà vu des remontadas en Ligue des Champions. Donc pour moi, on a clairement notre chance à jouer. Christophe D, qu'est-ce que tu penses de ce match? Est-ce qu'on peut encore espérer ou est-ce que, vu la différence de niveau constatée entre Chelsea et Lille, c'est pour toi mission impossible, sauf retournement extra-sportif inimaginable? Bon, extra-sportif, ça serait moche, mais bon, on prendrait quand même. Hein. Après, voilà, voilà. Mais On non, rappelle que franchement, le président de Chelsea, enfin le président, c'est plus le président de Chelsea, mais non, en tout cas le bailleur de fonds de Chelsea, c'est Roman Abramovich, hein, qui un est moment vite, tu vois. très, très contesté dans ce dossier Poutine contre l'Ukraine. C'est un oligarque qui est proche du gouvernement russe et que dans le cadre de procédures de gel des avoirs ukrainiens, même s'il commence à prendre du recul avec le club en mettant en avant des fondations et ses collaborateurs britanniques, à un moment, c'était The Sun avait imaginé que Chelsea pouvait être éliminé ou disqualifié de la Coupe d'Europe. Alors, est-ce que vous préférez finalement pour la qualification du LOSC un mauvais Roman ou une belle histoire du LOSC? Je sais, c'est mon côté Michel Fugain. Ouais, le roman d'aujourd'hui. Non, mais déjà, Chelsea, il avait été cité dans le bouquin La Mano Negra de Romain, Romain Molina. Molina. Et déjà, il y avait des choses pas très nettes autour de ce club-là. Mais bon, ça n'a pas arrêté jusqu'à maintenant. Donc, je pense que la fondation, je sais pas quoi, qui détient le club, parce que c'est un montage un peu comme celui qui est au-dessus de Lille, c'est des trucs un peu compliqués, bah, tu tiendras le temps qu'il faut pour céder à quelqu'un d'autre. Et je pense que de ce côté-là, il n'y a pas grand-chose à espérer. Sur le match, moi, j'y crois pas trop, franchement. Après le match aller, c'est un peu compliqué. Moi, j'espère qu'on gagne, quoi. Après, si on se qualifie, tant mieux, mais j'espère déjà une réaction d'orgueil et puis qu'on ne se fasse pas transpercer au milieu comme on a fait là, parce qu'au match aller, on s'est complètement gouré sur la tactique. Pour moi, il y a une erreur tactique énorme de la part de Gourvenec et ça fait des trous au milieu pas possible. Et, donc j'espère qu'on ne va pas se tromper 2 fois. Et que cette fois-ci, on va prendre par le bon bout et qu'on gagne ce match. Après, voilà, la qualification, ça serait quand même un kiff énorme, mais déjà, si on gagne, je serais heureux. J'en parlais hier soir avec les journalistes régionaux sur la vision qu'on avait du match, une vision qui était un peu différente à la télévision et dans la tribune, notamment en tribune supporter, où on était
un peu élevé et où on avait peut-être beaucoup moins la sensation que Lille avait fait un bon match. On avait la sensation d'une toile d'araignée. Julien, c'est l'expression qu'on avait utilisée à un moment, une toile d'araignée dans laquelle était prisonnier le LOSC et qui ne pouvait pas finalement mettre en danger son adversaire. Est-ce que tu crois, Julien, que on peut imaginer un exploit ou que ça va être très compliqué parce qu'il y a vraiment une différence de classe énorme entre ces deux clubs avec des budgets extrêmement différents? Je ne sais pas si c'est une question de budget. Après, il y a deux parts en moins. Il y a la partie très rationnelle et la partie amatrice de foot qui dit que c'est absolument impossible, au vu du match aller et de cette différence qu'on a perçue dans le stade, dont on a parlé la semaine dernière, hein, c'est-à-dire le sentiment d'assister à un match de Coupe de France avec une équipe bas de tableau de Ligue 2 et le PSG en face, en sachant que là, le PSG, c'était Chelsea et que nous, on est en bas de classement Ligue 2, ça c'est la partie rationnelle parce que tout était mieux fait, tout allait plus vite. Et c'est vrai que c'est rigolo de voir à quel point les gens qui ont regardé le match à la télé n'ont pas forcément eu cette perception. Alors que nous, au stade, ça nous paraissait évident. Donc ça, c'est la partie rationnelle. Et puis la deuxième, c'est ma partie supporter qui fait que j'y crois à fond et j'espère cet exploit parce que c'est des mecs qui jouent toujours mieux dans les gros matchs. C'est des mecs qui ont énormément de talent parce qu'ils ont su gagner le championnat l'an dernier. Et s'ils arrivent à... Christophe a employé le terme de sursaut d'orgueil, il est juste. S'ils arrivent à avoir ce sursaut d'orgueil, on peut envisager que Chelsea nous prenne un peu de haut. Ils ne nous ont pas trouvé quand même dingues au match aller, donc peut-être qu'ils seront un peu moins concentrés. Sur l'impact de ce qui se passe avec Abramovich, moi j'y crois pas. Je pense pas que ça va les impacter, pas du tout. Eux, ils sont dans leur truc. De toute façon, les salaires seront payés jusqu'à la fin de l'année. Au pire pour eux, bah, ils se casseront en fin de saison, hein. C'est la pire des choses qui puissent leur arriver. Donc là, ils sont sur leur projet de l'année. C'est d'être top 3 en première ligue. Ils n'ont pas gagné la League Cup ce week-end. Enfin, ils font quand même 0-0 dans un gros match contre l'équipe qui est peut-être la meilleure équipe européenne actuellement avec Manchester City. C'est quand même ça, Chelsea, aujourd'hui, hein. Et ils perdent qu'au penalty 11-10, hein, si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait. Donc peut-être qu'ils vont nous prendre un peu de haut. Peut-être, j'ai pas regardé le séquencement des matchs, mais je sais qu'il y a des matchs en retard et plus que chez nous en Angleterre. Donc peut-être qu'ils ont des matchs en retard. Enfin, tout ça fait que on peut réaliser l'exploit et j'espère aussi que le grand stade sera chaud comme jamais il a été chaud parce qu'on a vécu des choses plutôt décevantes au grand stade en Champions League récemment. J'ai pas souvenir d'ambiance de dingo et si on pouvait faire chauffer ce stade comme il mérite d'être chauffé, si les 50 000 personnes qui seront là peuvent chanter autant que nous quand on est 1000, 1500 ou 2000 quand on va à l'extérieur. On a bien vu encore une fois, on a retourné Stamford Bridge et on était 2 fois moins nombreux qu'il y a 2 ans et demi. Bah, si tout le monde, si tous les supporters se mettent au diapason, ouais, il peut se passer un truc. Et j'ai envie de dire que ça dépendra beaucoup de José Fonté, quoi. Ça dépendra de José, ça va dépendre de sa capacité à fédérer, de sa capacité à emmener ce groupe, cette capacité à faire ce qu'il a su faire toute la saison dernière. Il a un vrai truc avec la Première Ligue, il les connaît bien, il y a joué beaucoup. Moi, j'ai le sentiment que José, ce match, il lui tient à cœur. Je l'ai vu dedans, je l'ai vu très motivé. Donc, j'espère qu'il va savoir motiver tout le monde pour cette rencontre-là, parce que de toute façon, ces mecs n'ont pas de projet avec le club. Comme ils n'ont pas de projet avec le club, je ne pense pas qu'ils aient un attachement particulier à Gourvenec, alors qu'ils avaient un attachement particulier et très personnel à Galtier. Donc, je crois que c'est José qui fera la différence. S'il est capable de les emmener pendant le match, de leur donner ce surplus de motivation, ouais, ça peut le faire et j'y crois encore. Alors, Franco, sur les réseaux sociaux, est très optimiste, hein, avec, c'est possible, avec tous les supporters. 2-0, prolongation et tir au but. Donc, on souscrit à son pronostic, bien évidemment. Et ça nous permet de rappeler, le stade sera plein, le stade Pierre-Mauroy sera plein. Amis supporters, ne venez pas voir Chelsea, venez supporter le LOSC et on en aura besoin. D'ailleurs, on faisait référence à la gare de Londres en revenant avec des hyènes d'un. Justement, on se posait cette question, est-ce qu'on a
une chance de revenir et de se qualifier en quart. Et il y a un match référence dans l'histoire du LOSC qui est revenu dans notre réflexion. C'est le retour Lille-Bordeaux en Coupe de France en 85. Georges, tu te souviens de ce match? Ah, j'y étais. Ouais, ouais, une soirée folle, une soirée dingue. Enfin, j'ai jamais vu Guéry-Montré dans cet état-là, hormis quelques années plus tard face à Parme. Ouais, ouais, c'était On aura l'occasion de développer très Ouais, longuement dans 15 jours, juste avant le match. On aura un invité qui était vraiment un témoin voilà. très très proche Oui. de ce match. Alors, le scénario, le rapport de force était pas loin d'être similaire parce qu'à l'époque, Bordeaux était une grande équipe européenne. Pour anecdote, ils avaient joué la demi-finale de la Coupe d'Europe des clubs champions à l'époque, alors que nous, on pataugeait vraiment dans le ventre mou de la Ligue 1. Cette année-là, je pense même qu'on jouait la relégation. On avait perdu 3-1 à Bordeaux. Et enfin, voilà. Donc, oui, moi, aujourd'hui, j'en étais à croire. Avant les événements de cette semaine que Chelsea avait une chance de 99% de chance de se qualifier. Et puis moi, les événements, ce qui s'est passé à l'étranger, ça m'a un peu fait changer d'avis. Je me dis, là, c'est un vrai nouvel espoir. Et je pense qu'aujourd'hui, Chelsea a plus que 98% de chance de se qualifier, quoi. Vraiment. Et il reste 15 jours, on va peut-être arriver Voilà. à 95. Hein. Après, plus sérieusement, il paraît que de temps en temps, Chelsea peut avoir des zones de turbulence, des passages à vide. J'y crois assez peu quand même sur un rendez-vous aussi important, mais comme disait Julien, je pense peut-être que oui, reprendre le match un petit peu plus à la légère au vu de la domination qu'il y a eu au match aller. Il peut se passer quelque chose. Hein. Je donnais 2 exemples références de ce qui s'est déroulé dans le foot français aussi en Coupe d'Europe. C'est Metz à Barcelone en 85. C'est Bordeaux qui avait perdu contre le Grand Milan 2-0, qui gagne 3-0 au retour. Des exploits comme ça existe. En général, il y en a un par décennie. Donc, avec un peu de bol, il sera pour nous cette année. Bordeaux, il y avait Zidane, Lizarazu, Ouais. rappelle-moi les joueurs. Je ne sais pas si on a des joueurs équivalents quand alors, même. en compensation, Jérémy il y a du Pied, Gary Bradaric. aussi. Hein. Il y avait du Gary. Et on a Sanchez quand même. Il y a Sanchez. Ils avaient du Gary. Hein, qui Non, avait mais été un des héros de la soirée. Au match aller, on a vraiment beaucoup manqué de justesse. Hein. Parce que c'est vrai que moi j'étais à la télé. À la télé, je n'avais pas le sentiment qu'on se fait marcher dessus. Tu vois. Je pense qu'il y a Tcheka qui rate des passes, il y a David qui n'est pas tout à fait efficace. Il y a vraiment des manques de justesse qui font que l'action ne va pas au bout. Quoi. Après, c'est vrai que ça va plus vite, mais il ne manque pas grand-chose. Hein. Mais après, le milieu de terrain, le Onana en 10, c'était quand même une belle connerie. Quoi. Je pense que Gourvenec, il n'a pas tout à fait compris, parce que contre Lyon, il a fait à peu près la même chose. Mais il faut qu'il apprenne quand même maintenant. Alors, il reste à Christophe C. d'intervenir sur ce sujet et de nous faire part de son sentiment, lui qui a vu le match à Londres. Avant, un petit point question et jeu du bistrot d'Aléolosque. Bon, la réponse a été trouvée par plusieurs personnes. Le nom de la mascotte de Clermont Foot, vous voulez la revoir? Ah bah oui, Ah, tellement bon. joli. La mascotte de Clermont Foot, il s'appelle Torix. Torix. Pourquoi Torix? Parce que Vercingétorix, il va y avoir un jeu de mots pourri derrière, j'imagine. Assurance Torix. Je n'ai pas de bonne réponse sur l'IMC, l'indice de masse corporelle. C'est pourtant simple. Hein. Alors j'ai un 63, quelqu'un a tenté un 63, alors il est beaucoup plus fin que ça, il est dans ce qu'on appelle une corpulence normale. Alors je vais vous donner un gros indice, allez voir sur le site officiel du club, il y a à la fois sa taille et son poids, vous faites la petite opération et vous allez trouver le chiffre qui est attendu pour remporter les 2 places. 63, c'est même plus une obésité morbide. 63, il est mort. Mais ils ont une actu de ouf, à mon avis, à Clermont-Ferrand, pour pouvoir foutre sur le site la taille et le poids du. C'est de l'info, hein. Je vais donner même l'endroit où aller chercher. Il est dans l'effectif. Ils ont mis la mascotte dans l'effectif, ce qui est quand même assez grandiose. Il y a les joueurs, le staff technique, le staff médical et la mascotte. C'est bon, incroyable. C'est bon. C'est quand même incroyable. Donc, Christophe C., toi qui as vu ce match à Londres, à combien tu estimes les chances du LOSC de se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions? Rester sur la lignée de la semaine dernière, aucune. J'avais tellement peur de prendre une raclée au match aller que finalement 2-0, on s'en sort pas mal.
En tout cas, vu du stade, je n'ai pas eu l'occasion de revoir le match. Et voilà, si on fait l'exploit, c'est qu'on gagnera, mais je ne vois vraiment pas nous qualifier, parce que nous qualifier et gagner 2-0, c'est encore autre chose. Je pense qu'on est vraiment trop léger par rapport à une équipe aussi expérimentée du haut niveau de Ligue des Champions. Ils ont un coach expérimenté Ligue des Champions qui a été viré de Paris, qui la gagne juste derrière. Ben voilà, je pense que la marche est un peu trop haute pour l'équipe championne de France l'année dernière. On en a parlé la semaine dernière. L'équipe championne de France, on joue le match en juin. Je ne vous dis pas la même chose, mais cette année vraiment, non. Alors, Pour moi, la marche est trop haute. Vous savez que moi, je m'accroche à toutes les branches qui peuvent nous permettre d'espérer, mais l'entraîneur de Chelsea, il n'est pas là de faire des conneries quand même. Là, pour la finale, on parlait de la finale de la Coupe de la Ligue anglaise. Il fait sortir son gardien titulaire à quelques secondes des tirs au but pour faire rentrer son remplaçant, certainement spécialiste des tirs au but. Résultat, aucun tir arrêté. Il a même, je crois, c'est même le gardien qui rate le tir au but qui finalement donne la victoire à Liverpool. Exactement ça. Il rate le 11e, mais le problème avec ce gardien, c'est qu'il a coûté 80 millions d'euros. C'est le gardien le plus cher du monde pour finalement ne pas le faire jouer parce que tu as le meilleur gardien du monde qui est Mendy, qui est là aussi. Donc, il se retrouve dans la configuration bâtarde de PSG qui a Navas et Donnarumma, où tu as des mecs qui sont mais top niveau mondial et tu en as deux, quoi. Et tu sais pas quoi en foutre, tu sais pas comment les gérer. Et Tourelle, il est dans cette galère, quoi. Et il faudrait qu'Abramovich le nomme président de la fondation qui va gérer le Chelsea Football Club pour amortir un peu les dépenses de l'année dernière. Et donc voilà, il est. L'arrière droit, parce que l'arrière droit de Chelsea, c'est là que c'est le plus faible. C'est là qu'il faut. François, si je pouvais rajouter juste une petite chose sur Chelsea. Vas-y, je t'en prie. Sur la disqualification du club en Ligue des Champions, avec ce qui se passe en Ukraine, franchement, je n'en veux pas. Ce serait comme si notre club… Enfin, voilà, je vais prendre un exemple. Il y a des clubs qui sont remontés en Ligue 1 parce qu'il y a eu la crise du Covid et le championnat s'est arrêté. Ah bon ? Qui ça ? Non. Qui Christophe ? Qui a fait ça ? Ne me dis pas que leurs joueurs ils vont aller en équipe de France bientôt. Un club un peu de ce district, voilà, qui fréquente la Ligue 1 maintenant. Et donc, moi, je ne veux pas de cette disqualification. Je veux le football avant tout et la compétition. Voilà, pour conclure. Une ville d'art avec des toits, c'est ça. Non, je donne un indice, c'est une ville, c'est pas tellement le Covid, leur spécialité, c'est plus la silicose. Oh non. Ça non. Et voilà, ça c'est pas validé. Ça. Il est le spécialiste des questions du bistrot d'Aelos, qui est le plus rapide pour répondre la bonne réponse qui lui donne droit à 2 places pour l'île Clermont. C'est Damien Boone qui nous confirme que le Torix a un IMC de 24,8. C'est-à-dire il fait 2,20 m et 120 kg. Si vous faites le rapport, ça fait bien 24,8. C'est un bel athlète, un beau bébé. Et il permet donc à Damien de gagner 2 places pour l'île Clermont. Damien, tu connais le chemin. On prend contact après l'émission et on se donne rendez-vous quelques minutes avant le début du match. J'ai tout dit Lisotte qui gagne les places, alors que son frangin Dany, il y a du pognon, il pourrait lui payer, hein, mais bon. C'est pas faux, c'est pas faux. Tu l'avais déjà fait la dernière fois, si je... Non, c'est vrai. Oh l'enfer. C'est l'humour de répétition, hein, ça marche aussi. La pédagogie, c'est l'art de la répétition. Ouais, mais dans Bienvenue chez HT. Alors Capenoul essaye de remporter en disant faux, ça fait 24,79, mais on a accepté la réponse de 24,8, donc on ne reviendra pas dessus. Donc je vous propose de passer à la 3e partie de cette émission, il est 21h36, on a été aussi bavard sur la 2e, donc on va parler justement du match de Clermont. Est-ce que vous pensez que le LOSC va enfin entamer une série par ce match de Clermont, puis par le match de Saint-Étienne, qui nous permettrait finalement de nous rapprocher ou d'accrocher finalement ces places européennes après laquelle on court depuis le début de championnat. Baptiste, est-ce que tu veux commencer sur le sujet? Tu as des stats sur Clermont ou tu... J'ai pas encore trouvé de stats sur Clermont, donc elles vont arriver dans quelques minutes. Maintenant, sur ce match, je pense qu'il faut vraiment remporter ce match face à Clermont dans la même lignée qu'on pourra en parler la semaine prochaine face à Saint-Étienne. C'est 2 adversaires
qui sont assez faibles. Et si jamais le LOSC peut se qualifier en Ligue Europa, en Ligue des Champions, en Ligue Conférence, tout ce que vous voulez, il faut vraiment gagner ces 2 matchs. J'avais évoqué le fait sur France Bleu que si jamais nous perdions face à Lyon, on aurait été presque éliminé Tu interviens sur France Bleu, Le Baptiste. mec intervient sur France Bleu. Bah là, il est connu. Voilà, hein. il sort ça comme ça. J'ai été retweeté par Videolost. C'est ma cote de popularité cette plus haut en ce moment. Tweeté par Videolost. Videolost, si tu nous écoutes, on t'embrasse. Et on t'invite quand tu veux. Reste positif. Quand tu veux, parce qu'on fera un dossier Lopez, mon amour. Exactement. Donc, j'ai évoqué du coup sur France Bleu que Lille, si jamais il perdait face à Lyon, était totalement éliminé de cette course à l'Europe. Donc, il faut vraiment maintenant aller de l'avant, aller gagner face à Saint-Etienne et face à Clermont qui nous permettrait de remporter 6 points, tandis que nos concurrents directs vont s'affronter. Par exemple, il y a un Marseille-Monaco, 2 adversaires qui sont devant nous. Nice. PSG-Nice aussi, donc 2 adversaires qui sont devant nous. Et donc, même Nantes face à Montpellier, même si Montpellier est en dessous de nous, ils n'ont que 2 points de différence. Donc, il faut vraiment aller remporter ce match face à Clermont et surtout apprendre de nos erreurs du match aller qui nous avait coûté une défaite en terre clermontoise. C'est beau, terre clermontoise. Alors, Clermont qui est 15e du championnat avec 28 points, donc 7 victoires, 7 nuls, 12 défaites, un goal average de moins 15. Mais un club qui est assez surprenant quand même. Il a des résultats qui ne sont pas si mauvais que ça par rapport à son statut. On a comme résultat marquant une victoire à l'extérieur à Marseille. On a également une victoire à l'extérieur à Nice, excusez du peu. On a également une victoire à domicile contre Rennes. Ce sont des résultats qui sont quand même très significatifs et qui peuvent nous faire craindre un match compliqué contre ces Clermontois. Qu'en penses-tu, Julien, qui opine du chef? T'as tout dit. Depuis fin janvier, c'est 3 victoires, 1 nul, 1 défaite. Ils ont le vent en poupe, ils sont en pleine bourre. Ils battent Marseille, Nice et Rennes, donc ils battent les gros et on est un gros. Ils font nul contre Bordeaux. Nous, on ne sait pas jouer les petites équipes. Si je suis complètement rationnel et pas supporter, on ne gagne pas ce match. Et si je suis ce que disait Christophe tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il dit cette saison, on n'y arrivera pas, on fera rien, bah, on ne gagne pas ce match. La logique voudrait qu'on ne gagne pas ce match. La tendance depuis le début de l'année voudrait qu'on ne gagne pas ce match. Évidemment, si on veut encore se qualifier pour l'Europe, il faut gagner ce match absolument. Et puis, je préciserai juste pour Torix que c'est bien Vercingétorix. Et pourquoi? Parce que le mont de Gergovie, c'est juste à côté de Clermont-Ferrand, moins 52 avant Jésus-Christ. Vercingétorix repousse les troupes de Jules César. Voilà, comme on parle de guerre en ce moment, c'est une thématique. Pour les jeunes Un peu de auditeurs. légende. Pour les jeunes auditeurs du légende. bistrot d'Aller Hein, LOSC, moins 52 Charles Martel. Bon, il n'y a pas une arnaque là, 2 fois 52. Hein, Horrible, ça. alors que le pastis, c'est 51. Qu'est-ce que c'est? Et oui, le bistrot d'Aller LOSC, c'est aussi un peu d'histoire, hein, donc il faut vous y faire. Christophe, que penses-tu de ce match? Un match piège? Alors, Christophe D, on va commencer. Un match piège ou un match qu'il faut absolument gagner et que LOSC gagnera finalement parce qu'on est reparti vers la course à l'Europe. Alors, un match piège, j'espère pas, parce que si on se croit plus fort qu'eux, après ce que vient de faire depuis, enfin, on n'est pas très très bon en ce moment. Donc voilà, je pense qu'on ne va pas les prendre de haut. Surtout, comme disait Julien, ils tournent plutôt bien en ce moment. Non, mais je pense que c'est le genre d'équipe qui est en confiance et que si on arrive à faire un match sérieux en mettant de l'intensité, je pense qu'ils nous laisseront un peu de place pour jouer et qu'on devrait gagner ce match-là. Mais j'ai aucun doute qu'on va le prendre au sérieux. Je pense qu'il n'y a aucune raison pour prendre le. Enfin, j'espère que non, parce que quand même, moi, je ne me sens pas rassuré après le match de Lyon, après le match de Metz non plus. Donc, je pense que non, ce n'est pas un match piège. Et ça serait enfin le match pour se réveiller un peu. Et si David pouvait se réveiller et marquer un but ou 2, ça pourrait être parfait. Alors Christophe, c'est maintenant à ton tour d'opiner du chef. Christophe C. Que penses-tu de ce match? Est-ce que tu penses... Alors, contre Lyon, on a été réaliste à la fois dans la zone
offensive, hein, une occasion, un but, hein, c'est parfait. Au niveau défensif, on a aussi été réaliste. Est-ce que tu crois qu'il faudra l'être encore contre Clermont? Et surtout, est-ce qu'il faudra retrouver une animation offensive pour pouvoir espérer battre les Clermontois? Répondre avec une imitation de John Rambo. Les deux, mon colonel. Effectivement. Ah, c'était du haut niveau, Des, là. des effets spéciaux, Oh la des effets vache, spéciaux, des imitations. Ah, Patrick Sébastien sort de ce corps. Oh là là, les moyens, le budget qu'on a. Je me souviens même plus de la question, du coup. Alors, On va les plier ou pas? Bah, évidemment qu'on va les payer. Non, mais en dehors de ça, si on se contente que de mettre de la densité au milieu de terrain comme il le fait depuis 3 matchs, ce sera forcément compliqué contre une équipe joueuse, et même plus que joueuse, très très joueuse. Comme le disait Julien, ils sont en réussite en ce moment, mais ce n'est pas que de la réussite, c'est aussi de la qualité. C'est une très bonne équipe, une très belle équipe, en confiance, un peu comme nous l'année dernière, ils frappent, ça va en lucarne. Et ben, cette année, c'est chez eux, là, en tout cas sur les 3-4 derniers matchs. Donc, inquiet pour ce match. Et, ils ont un très bon coach, il faut le reconnaître aussi, qui essaye de faire jouer son équipe depuis le début du championnat. Ça fonctionne plutôt pas mal. Ce sera peut-être la différence avec le match d'après, avec Saint-Etienne, où on n'est pas du tout dans le même état d'esprit, avec une équipe qui va nous attendre derrière comme Metz, hein, qui ne développe pas beaucoup de jeux. Là, c'est autre chose. Alors, une équipe plus joueuse, alors peut-être que ça peut nous réussir et que bah, finalement, un petit but de Yilmaz ou un jeu de David, tout se prend de toute façon, mais arrêtons la densité et développons du jeu. Georges, que penses-tu de ce match? Moi, je les ai vus jouer contre Marseille et tout sauf de la réussite parce que si dans des 10 dernières minutes, il y a un troisième but clermontois, il n'y a rien à dire, quoi. Ils ont vraiment fait ce qu'il fallait. La différence avec Metz, c'est que j'ai l'impression de voir un bus, mais un bus qui bouge, un bus qui avance. Et c'est un bloc équipe qui, justement, stagne pas. Donc, l'équipe qui peut faire tout à fait mal. Comme dit Julien, au niveau des dynamiques, ils aiment bien les grosses équipes. Nous, on a du mal contre les petits. Donc, évidemment, on a un peu cette sensation de vent contraire. Donc, j'espère qu'on va un peu faire démentir le truc parce que je pense qu'il faudra qu'à un moment, quand même, l'équipe se remette à jouer. On a vu quand même potentiellement, je repense justement au match à Marseille, au match qu'on fait en Coupe de France contre Lens, on sait parfois produire du beau jeu. Et c'est ce qui manque singulièrement, je dirais, depuis les 20 minutes magiques contre Lorient. Depuis, je n'ai pas souvenir qu'on ait vu grand-chose dans le jeu. Là, il faudra que ça reparte à tout prix parce que Clermont nous attendra à ce niveau-là. Et contrairement à Metz, eux sauront nous contrer, quoi. Ils ne se contenteront pas de faire rouler leurs joueurs à terre pour faire tourner le chrono. Ils vont jouer le match et bien le jouer. Donc, je pense que si on est dans les dispositions actuelles, ça va être un match très compliqué. Mais je ne désespère pas de revoir l'équipe réémerger un peu sur ce match-là, quoi. Il est 21h45. Pour terminer ce bistrot d'Alélos, que je vous propose un dernier tour de table avec vos pronos et le nom des buteurs. Alors, Christophe D. alors, je vais tenter un truc. Je vais dire 2-0 pour Lille. But de David et de Zergova. J'ai bon? J'ai bon ou pas? Zergova, c'est merveilleux. Ah, c'est beau. Allez, on passe d'un Christophe à l'autre. Christophe C. 2-0 également avec Yilmaz et un but d'André qui ferait du bien, je pense, au moral de ce garçon. Julien des Dogs de Paris, as-tu un pronostic à nous confier? Victoire 3-2, but de David, Botman et Yilmaz. Je ne te demande pas les buteurs clermontois. Hein. C'est bien fait pour toi, tu es capable de dire... Torix par 2 fois. Alors, remarque, avec ces 2,20 m, 2 buts de la tête, c'est fort possible. Facile. Baptiste, quel est ton pronostic pour ce match? Alors, pour moi, je vais dire un but à 0. Léo Jardim continue sa série de clean sheet. Et au niveau des buteurs, je vois encore un défenseur parce qu'en 2022, hormis Liadji, aucun attaquant n'a marqué. Donc pour moi, ce sera Zeki Selic qui marquera ce but et nous offrira la victoire 1-0. Georges, pour terminer ce tour des pronostics. Alors, 2-1 pour Lille. Et c'est Bayo qui va ouvrir le score en tout début de match. Oui, il faut dire qu'il est bien monté, Bayo. Voilà.
Et en deuxième mi-temps, résurrection, je vois un doublé de David. Ben, c'est parfait. Sur ça, alors, je ne sais pas s'il y a des pronostics. Il n'y a pas de pronostics sur les forums. Alors, ça me donne l'occasion de vous remercier tous d'avoir participé à ce 23e rendez-vous du bistrot d'Allé-Losc. Alors, merci Christophe C. Merci à tous. Merci, au revoir Christophe D. Merci à tous. Merci Julien. Merci à tous. Merci Georges. Merci. Et merci Baptiste. Alors, merci. Merci à toi, merci à toi. Merci Baptiste. Merci à toutes les personnes qui ont suivi en direct ce bistrot d'Allé-Losc. Je voulais faire un petit coup de chapeau particulier. Vous voyez, j'ai un beau maillot ce soir. Hein. J'ai un beau maillot du FC Metal. Donc, on salue l'ancien Lillois Fares Balouli. Comme je le disais sur Twitter, le soutien à Fares Balouli en ce moment, c'est peut-être le seul sujet de concorde en ce moment entre supporters lillois et lyonnais. Donc, on lui fait un gros clin d'œil, même si je crois savoir qu'il n'est pas en Ukraine en ce moment. Ils sont restés en Turquie. Mais en tout cas, c'est une expérience dont... Bonheur pour lui, le pays des kebabs. En tout cas, on le salue. Donc, on vous donne, on vous remercie donc de votre confiance et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Bistrot d'Allé-Losc. La semaine prochaine, on aura un invité. Alors, je ne vous dis pas encore qui c'est, mais vous le saurez dans les annonces précédentes, la diffusion du bistrot. Donc, bistrot qui sera diffusé en replay donc, sur la chaîne YouTube du Bistrot d'Allé-Losc. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour être prévenu en fait, de la mise à disposition de ce podcast. En attendant, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente semaine et bien sûr, une semaine qu'on ponctuera tous ensemble par un Allez le LOSC! À bientôt, au revoir. C'est vrai.